c'est moi qui prends le relais. Merci de votre présence et d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Université populaire. Donc, je vous propose de présenter d'abord les personnes qui sont autour de moi. Donc, sur votre gauche, Madame Bérangère Blondet, c'est comme ça qu'on doit dire. Elle est la directrice de l'antenne, enfin de la Banque de France Niort. À côté d'elle, second personnage de la Banque de France qui s'appelle Nicolas Barbarou. Vous êtes expert en cryptoactifs, c'est ce que j'ai noté. C'est ça. Ça. Ok. À ma gauche, mais donc à votre droite, Léo de Lyon, qui travaille dans une société qui s'appelle Nomix et qui a comme métier, en tous les cas j'ai relevé ça, analyste de données. Oui, en quelque sorte. Ok, on va rester sur le quelque sorte. Et puis tout à fait à côté de lui, Pascal Duval, qui travaille dans la même société, Nomix, et vous êtes plutôt analyste de recherche. Ok. Alors un mot d'abord pour préciser l'intention de cette soirée, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Le sujet peut être complexe, vaste, donc l'objectif qu'on s'est donné, c'est un objectif de vulgarisation, comprendre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit savoir de choses qui tournent autour de cette notion de crypto-monnaie. Donc on ne va pas être, désolé s'il y a des spécialistes déjà dans la salle, dans un approfondissement très en avant de ces différentes techniques, des différents éléments. On va faire plutôt un survol pour essayer de comprendre. Comme si, au point de départ, on était tous devant une feuille blanche. On s'est organisé pour dresser, c'est ce que j'ai devant moi, une liste de questions qu'ils vont répondre les uns et les autres selon l'endroit d'où ils parlent, si je puis dire. On va faire ça pendant environ 40-45 minutes, à l'issue desquelles la salle sera autorisée, si je puis dire, à poser des questions aux uns et aux autres. Et on aura un troisième temps, si vous en êtes d'accord, après ce temps assis pour vous et assis pour nous aussi, où on pourra quitter la salle, ou au contraire, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger soit entre vous, soit avec les intervenants, comme dans un rapport plus direct, voilà. Et aussi rencontrer les membres de l'Université populaire. On a un badge pour nous reconnaître, voilà. C'est bon, ça va ? Oui. J'ai oublié quelque chose, mes copains, là ? Non ? Ok. Alors, la première question qu'on a envie de leur poser, en tous les cas de nous, c'est quoi une monnaie ? Parce que dans crypto-monnaie, on a entendu monnaie, et donc est-ce qu'on peut se mettre d'accord ? Est-ce qu'on peut entendre une ou plusieurs versions de c'est quoi une monnaie ? Ça sert à quoi ? Enfin voilà. Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'une crypto-monnaie, ça peut être considéré comme une véritable monnaie ? Donc voilà, c'est ces deux questions que je vous propose de commencer par élégance. On peut demander à Bérangère peut-être ? Oui, très bien. Merci. Le micro, il fonctionne ? Alors, oui, ça marche. Oui, ça marche, je sens. Donc, effectivement, une monnaie, si on reprend un petit peu les fonctions essentielles de la monnaie, qu'est-ce qu'une monnaie ? Elle a trois fonctions. C'est d'abord un instrument d'échange, un moyen de paiement. Au quotidien, vous utilisez différents... Alors, vous utilisez différents moyens de paiement au quotidien, donc la monnaie est un instrument d'échange. Deuxième fonction, c'est une unité de compte. Il y a une valeur, une contre-valeur, c'est une unité de compte. Et la troisième vraiment mission fondamentale d'une monnaie, c'est une réserve d'épargne. Ça sert au quotidien aussi pour vous. Ça vous permet d'épargner sur différents supports. Voilà les trois fonctions de la monnaie. Je vais juste continuer sur la deuxième question pour passer le relais par la suite sur les questions réellement liées, plus fondamentales et un peu plus techniques, sur les cryptos. Qu'est-ce que les cryptos ? Ce sont des actifs, ce n'est pas une monnaie. On parle de crypto-monnaie dans le langage courant, mais ce sont des crypto-actifs, c'est un actif. Ce n'est pas une monnaie. L'actif n'a pas ces trois missions fondamentales
que sont les missions que je viens de vous exposer pour la monnaie. Oui, Je pose le cadre. Cette notion d'actif, elle peut être un tout petit peu éclairée ou moi, ça me parle à peine. Est-ce que d'abord je peux réagir à la première partie de la question Ok, ça marche. sur qu'est-ce qu'une monnaie C'était en deux parties d'ailleurs. Hein. C'était qu'est-ce qu'une monnaie, quelles sont ses fonctions puisque il s'agit de répondre d'où on part. Hein. Moi, je pars du champ de la philosophie. Je questionne et je me dis est-ce qu'on peut penser la monnaie en dehors des fonctions qu'on lui attribue, que vous avez très bien rappelé, qu'elle a acquises au fil d'une toute une histoire, oui. Ces fonctions que vous avez rappelées d'unité de compte, de réserve de valeur, etc., c'est malgré tout des fonctions que la monnaie a acquises il n'y a que 2500 ans. Enfin, ça fait... Voilà, je me situe au long terme hein, dans l'histoire de la monnaie, qui remonterait même peut-être plus loin qu'Aristote, hein, dont vous avez très bien rappelé la pensée sur la monnaie. Ça remonte peut-être plus en amont, hein, au monde babylonien, etc. Donc je questionne simplement, je demande, est-ce qu'on doit penser forcément une monnaie en fonction des caractéristiques, des fonctions qu'elle a reçues à un moment donné de son histoire, ou est-ce qu'on doit s'inscrire dans une histoire plus longue, voilà. Et si je me situe dans une histoire plus longue, je dirais que la monnaie, pour moi, ce serait plutôt non pas quelque chose qui... ce serait un symbole, non pas d'une valeur monétaire, parce que alors à ce moment-là, on tourne en rond, vous voyez, mais le symbole d'une transaction. Hein, c'est plutôt une écriture, plutôt que quelque chose de symboliquement comme une pièce de monnaie, vous voyez. Et à ce moment-là, me situant dans une histoire au long cours qui remonte à Babylone, où finalement la monnaie, ce serait le symbole d'une transaction entre deux agents. Curieusement, je retombe sur la blockchain, vous voyez. Ça, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Alors, on ne connaît pas encore. On y vient. Donc, voilà. Je laisse la parole. Ok. Vous voulez réagir? Ouais. Oui, en partie. C'est moi ce que vous m'entendez. Effectivement, alors la monnaie, les économistes ont donné cette définition des trois fonctions de la monnaie, et ça date d'Aristote. Vous aviez raison de le mentionner parce que on juge là. S'il vous plaît. Si c'est mieux comme ça. Je vais vraiment manger le micro là. Ouais, mais c'est bon. Donc je disais oui, effectivement, on définit la monnaie à travers ce qu'elle fait. En tout cas, c'est la façon la plus simple qu'on a eu de populariser. Mais si on regarde l'histoire de la monnaie, et vous connaissez tous le vieil adage en disant j'ai laissé une ardoise. Pourquoi on dit j'ai laissé une ardoise? Parce que les paléomonnaies et même les ancêtres et les meilleurs spécialistes de la monnaie, c'est pas les économistes, c'est finalement les anthropologues, parce qu'on a trouvé des ardoises véritablement où on inscrivait telle personne, Bérangère, doit tant à Nicolas, etc. Ouais. Ce qui veut dire que les premières formes de monnaie, c'est effectivement un registre, en quelque sorte, on enregistrait quelque chose. Et puis évidemment, dès lors qu'on sort un peu de sa contrée, c'est difficile de garder le registre en marbre ou en ce que vous voulez. Donc il a fallu trouver des manières un peu plus faciles de faire circuler cette manière de payer ou d'éteindre des dettes. Donc on dit souvent que la monnaie c'est la dette, et l'histoire de la monnaie c'est la dette, peu importe la forme qu'elle prend. Et puis on peut lire l'histoire de la monnaie à travers les formes, entre les coquillages, les têtes de bœuf, tout ce que vous voulez. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles, et très très vite on est venu aux métaux, mais c'est pas parce qu'il y a eu des métaux qu'il n'y avait pas de la dette avant, on n'enregistrait pas. Donc c'est vrai que la monnaie c'est tenir un registre des créances et des dettes, on pourrait le dire comme ça, et il y a toujours cette fonction même qui est différente de la forme qu'elle veut prendre. Merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'on serait remonté jusqu'à des temps aussi lointains sur un sujet comme ça, mais comme quoi, parfait. On a aussi entendu, il y a quelques années, même qu'un État, au moins le Salvador, envisageait ou avait fait en sorte qu'ils adoptent cette monnaie. Donc, comment vous réagissez par rapport à ça, cette crypto-monnaie, pardon? Alors, en gros, le Salvador, ils sont sous une dictature. Ils ont un dictateur qui se veut être, c'est son slogan, hein, le dictateur le plus cool. Et je pense que c'est en partie du marketing, c'est un moyen de se faire voir, c'est un moyen de faire parler de son pays. Il a pris beaucoup d'actions dernièrement pour favoriser certains lobbies dans son pays. Et le fait d'intégrer le Bitcoin, d'intégrer une politique également, on va dire une politique fiscale qui est intéressante pour les étrangers qui vont là-bas, c'est du marketing globalement. Et donc Nayib Bukele,
je prononce peut-être mal son nom. Voilà, vous le voyez avec une casquette généralement quand il fait ses discours, il se veut vraiment être cool. Et c'est peut-être ça, sa stratégie, c'est avant tout de faire du marketing, d'attirer du monde dans son pays. Je suis pas sûr qu'il y ait de réelle stratégie économique derrière. On parle de dédollariser, mais bon, c'est un terme qui est un peu une passoire à tout mettre. Donc pour moi, je l'ai résumé à cette idée de marketing. Ok, merci. On va entendre Nicolas sur le même question. Effectivement, le Salvador, c'est le seul pays qui officiellement a reconnu qu'il utiliserait. Alors, on a parlé du Bitcoin, il faut peut-être juste dire un mot là-dessus. Donc, le Bitcoin, voyez ça comme on va utiliser les termes d'actif, un actif de règlement, mais à la différence de la monnaie que vous utilisez vous, qui est de la monnaie publique, qui est garantie par un État, des institutions, des lois, ben, le Bitcoin, c'est un actif de règlement, mais qui est émis par une structure privée. Autrement dit, si la structure privée fait faillite, disparaît, ben, elle disparaît avec tous les actifs, toute cette monnaie, que je n'ai pas le droit de dire, mais on va dire tous ces actifs qui circulent. Et donc pourquoi le Salvador a effectivement, de façon provocante, voulu déclarer qu'il allait facturer en Bitcoin, c'est pour des choses très très pratiques et j'allais dire diplomatiques, c'est que le pays était sous embargo et c'est une manière de contourner, on va dire, toute une série de moyens de paiement, puisque si vous êtes sous embargo, ben, vous n'avez plus accès normalement au financement par les marchés financiers. Il y a des règles, quoi qu'on en dise, la finance, il y a quand même des règles. Et donc quand on passe par une monnaie concurrente, qui est une monnaie privée, de fait, on squeeze toutes les institutions et c'était une manière en tout cas de pouvoir financer et de recycler aussi parfois de l'argent indépendamment, on va dire, des réseaux standards traditionnels. Donc c'est pour des raisons effectivement fiscales et d'embargo géopolitique que cela a été mis en avant. Merci. Un dernier point sur cette première approche. On entend aussi parler sur un autre registre, dans un autre territoire, si je puis dire, des monnaies locales. Vous savez, les choses qui ne sont pas de la monnaie trébuchante, mais qui sont inventées par un collectif, par des gens d'un groupement de territoires, etc. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut identifier des ressemblances avec crypto-monnaie ou actifs comme vous voulez, ou est-ce que ça n'a rien à voir et que voilà, qu'est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Ah ben, pour moi, c'est très simple, ça n'a pas de rapport dès lors que la monnaie locale s'appuie sur la monnaie fiat, quoi. Dès lors que, voilà, à partir du moment où voilà, le sous-jacent c'est l'euro, je sais pas, la monnaie fiat du pays, ça peut pas être, voilà, ça ne peut pas s'apparenter à une crypto-monnaie. Elle peut être digitalisée. Elle peut circuler comme ça. Parce qu'il y a une conversion possible avec l'euro. Oui, il y a une conversion à la fin, au début, mais à la fin. Donc, la monnaie locale va suivre un circuit local le temps de sa transformation, et puis après, on récupère ces euros sonnants et trébuchants, et voilà. Donc, pour moi, je sais pas, j'ai manqué quelque chose, mais je vois pas, ça peut pas être une crypto. C'était une question béotienne, c'était pour essayer de comprendre s'il y avait quelque chose. Il n'y avait pas de malice dans tout ça, et on va avoir un complément. Alors, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, c'est évidemment totalement différent, ça n'a vraiment rien à voir, il faut juste voir que les monnaies locales, ça reste de la monnaie que vous avez, on va dire, étatique, la monnaie, l'euro que vous utilisez, qui est notre monnaie dans l'eurosystème, et qui a simplement une fonction, on va dire, plus limitée que l'euro, c'est sa capacité à pouvoir être accepté dans un territoire donné. Vous, votre euro, que vous soyez à New York, à Paris, à Saint-Étienne, à Lyon, etc., 1 euro vaut 1 euro, et il est accepté de partout. Pas simplement parce qu'on croit en l'euro, mais parce qu'il y a la loi qui vous y autorise, surtout qui impose à tout le monde d'accepter. Quand j'émets une monnaie locale, c'est une structure associative et qui se dit finalement, alors il y a deux choses. Il y a une partie politique de dire je suis contre le secteur bancaire qui peut ne pas être très transparent, je ne sais pas ce que devient mon argent, mon épargne, etc. Et donc moi, je veux redonner à la monnaie sa vraie fonction, et comme l'a rappelé ma collègue, la vraie fonction de la monnaie, c'est d'être un instrument d'échange. C'est pour ça qu'on a émis, ou en tout cas qu'on contrôle la monnaie. Et or, quand j'ai une monnaie qui a un pouvoir, on dit libératoire, c'est-à-dire qui éteint une dette sur une échelle relativement restreinte, à l'échelle de la ville, New York, de fait, cette monnaie-là, je vais plutôt aller l'utiliser
auprès de commerçants qui l'acceptent plutôt que d'aller auprès de grandes entreprises, peut-être multinationales, qui de fait n'accepteraient pas cette monnaie. Donc c'est plutôt une manière de redynamiser l'économie locale et, j'allais dire, de redonner à la monnaie sa vraie vertu qui est un instrument d'échange. Donc c'est évidemment deux choses différentes parce que la monnaie locale, elle est automatiquement, sinon ça serait du blanchiment d'argent, elle est automatiquement convertible en euros. Si j'émets 1 euro, j'émets 1 euro de monnaie locale et je peux avoir ma conversion. Alors je peux avoir un taux de change différent si je suis malin. Moi je vais dire, si vous mettez pour 1 euro que vous me donnez, vous allez avoir 1,1 niortais par exemple, qui est la monnaie locale, admettons concret. La mojette. C'est la mojette. Je crois que ça existe. Ah, voilà. La mojette, partons là-dessus. Mais moi, mon intérêt, c'est que cette monnaie, si vous la gardez dans votre poche, je vous l'ai dit, la fonction première de la monnaie, c'est d'être un instrument d'échange. Donc moi, ça ne me plaît pas que vous épargniez. Moi, je veux que vous consommiez. Et ça sert le PIB, ça sert la croissance et tout le monde va être ravi. Donc du coup, moi, je vais vous inciter à garder cette monnaie. Donc je vais avoir un réseau de commerçants qui acceptent en priorité cette monnaie. Et inversement, c'est votre liberté, vous pouvez demander la conversion de cette monnaie locale en euros, ça c'est la loi qui vous y oblige, mais je peux vous décourager, je peux vous dire, si vous me ramenez 1 niortais, je vous donne 0,9 euros. Donc plutôt que de perdre 10 centimes là-dessus, autant que je l'utilise, puisque quand je l'utilise, elle est normalement au même prix que l'autre monnaie. Donc c'est plutôt un instrument assez efficace de redynamiser les échanges locaux et en faisant en sorte que la monnaie, il faut que la monnaie, elle circule. Chaque fois que vous épargnez, c'est pour d'autres raisons, mais ça veut dire que la monnaie, elle ne remplit pas sa fonction, elle dort. Et on ne veut pas ça. Et Léo, un petit complément. Alors j'ai plutôt une anecdote, c'est avec un ami sur Niort, on a proposé justement à la mairie, donc à la communauté d'Aglo et puis à Niortec, on a pu travailler avec eux sur 2-3 rendez-vous, l'idée d'une crypto-monnaie locale. Mais bon, encore une fois, c'est une monnaie, c'est un coupon, on peut mettre plusieurs noms dessus, crypto-monnaie c'est un peu le nom de foire, et l'idée c'était déjà pendant le Covid, donc ça rejoint cette idée de stimulus économique. On voulait travailler avec des commerçants locaux et puis faire on appelle ça un airdrop dans le monde de la crypto, donc c'est-à-dire une donation d'un certain montant aux citoyens à condition qu'ils aillent dépenser ce montant dans les entreprises partenaires pour essayer de relancer un peu l'économie locale. Donc ça, c'était pendant le Covid, pendant la période de confinement. Pour diverses raisons, ça n'a pas abouti, mais voilà, ça fait cette anecdote et en même temps, ça appuie cette idée de stimulus économique qui est le rôle premier d'une monnaie locale, en plus d'être une attraction touristique parfois. Ok, merci pour tes différents éclairages. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans la notion même de crypto-monnaie, et je continue de prendre ce terme, même si on a entendu qu'il pouvait être un autre thème pouvait être plus prudent. C'est quoi les origines de la crypto-monnaie? Ça a démarré comment? D'où ça vient? Est-ce qu'il y avait un idéal ou des idéaux derrière au moment de la naissance? Qu'est-ce qui a fondé tout ça? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être... Alors, j'ai pris mes notes, oui. Si on remonte au papier fondateur de Bitcoin lui-même, si on remonte à ce papier, quel est le titre? C'est Bitcoin, un système de monnaie électronique pair à pair. Voilà. Donc c'est un document qui décrit en fait le fonctionnement d'un système de paiement électronique décentralisé, je pense que le mot est très très important, sécurisé par la technologie blockchain sur laquelle on reviendra tout à l'heure, et alors super important, ne nécessitant pas de tiers de confiance comme les banques. Donc en fait pour moi, je parle toujours, je réponds toujours aux questions d'un certain champ. D'un point de vue philosophique, c'est une émancipation incroyable. Enfin, comme dit mon jeune collègue, c'est la Joconde c'est la Joconde sociale, politique et économique de l'époque. C'est une invention absolument incroyable. C'est un pouvoir d'émancipation des banques, ni plus ni moins. C'est inouï, c'est inédit dans l'histoire de la monnaie, il me semble, puisque grâce à ce registre décentralisé, grâce à cette... je comparerais le système Bitcoin plutôt à une sorte de machine. Grâce à cette machine, tout d'un coup, alors je sais que je vais avoir des remarques qui vont remonter sur ma droite, tout d'un coup est donné un pouvoir incroyable aux citoyens du monde, de pouvoir, d'avoir en fait la mainmise. Ah oui, ce que je dois rajouter aussi, c'est qu'il s'agit d'un logiciel libre. C'est pour ça, je rebondis sur le mot que vous avez dit, privé. La crypto-monnaie est un crypto-actif privé. Mais c'est privé en quel sens?
je vois pas du tout, à moins de reprendre le vocabulaire de l'AMF en disant que cryptoactifs, voilà, les crypto-monnaies sont des cryptoactifs privés, mais en fait, ça appartient à tout le monde. C'est une invention qui est donnée publiquement via un logiciel libre où l'on peut copier à volonté. Donc, c'est la notion même de privé que je vois pas. Et pour moi, c'est un moyen d'émancipation. Voilà, l'origine de la blockchain, c'est une émancipation incroyable. Oui, pour rajouter un élément sur ça, donc il a parlé de l'AMF, c'est l'autorité des marchés, donc, qui effectivement qualifie les cryptoactifs. Moi, quand j'ai découvert le Bitcoin, la première chose que je me suis dit, c'est effectivement l'émancipation. Tiens, c'est un contre-pouvoir à la monnaie, ça n'a jamais existé. Et c'est la première chose que je me suis dit tout de suite. Et justement, certains aficionados aiment bien dire que tant que la monnaie n'aura pas de plus bas, Bitcoin n'aura pas de plus haut. Bon, c'est quelque chose, on n'adhère pas. Mais cette idée, c'est que la rareté qui est codée dans le Bitcoin, c'était une réponse à l'époque à la crise des subprimes. C'est pour ça que des articles de journaux ont été rentrés dans la blockchain, parce qu'on était dans une logique anarchiste, on appelle ça les cypherpunks de l'époque, c'est-à-dire un groupe un peu de hackers, des gens qui voulaient hacker aussi la monnaie en quelque sorte en proposant un contre-pouvoir. Voilà, donc moi c'est ça qui m'a plu au début, je me suis dit tiens, c'est la première fois qu'on a une émancipation, qu'on a quelque chose de ce genre qui est accessible aussi facilement via Internet et dans lequel on peut avoir confiance parce qu'elle est intrinsèque à la blockchain. Ok. Et à la Banque de France, vous avez vu ça comment? Question. Deux manières d'y répondre. Juste donc sur le contexte, effectivement, il y a un contexte philosophique qui est très américain, qui est pas très développé chez nous. C'est ce qu'on appelle les idées libertariennes. Alors un libertarien, l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait une jouissance maximum des libertés. Je n'accepte aucune dictature, aucun contrôle. Et nous en Europe, bien qu'on se vante d'être une démocratie, et nous-mêmes nous sommes représentants de cette dictature, on a au moins une dictature qui persiste, c'est la dictature monétaire, puisque vous n'êtes pas libre de choisir votre actif de règlement. Vous avez un actif de règlement qui vous est imposé, qui est garanti, etc. Mais il est imposé et j'ai pas le droit de payer avec autre, ou en tout cas, je peux payer, mais le commerçant ou la commerçante n'est pas obligé d'accepter du dollar, du rouble, etc. Donc en fait, les libertariens, eux, ils se sont dit, mais effectivement, super, grâce à cet article de Satoshi Nakamoto, le fameux créateur. Alors, de mémoire, je crois que le titre de l'article, c'est, il n'y a pas le terme de monnaie, mais il y a payment system, cashless payment system. Oui. Donc il ne veut pas créer une monnaie, c'est là-dessus que j'interviens, mais il veut créer un système de paiement. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une monnaie, un pouvoir, c'est pas l'idée de Satoshi Nakamoto ou de s'enrichir. L'idée, c'est effectivement de se dire, on sort de la crise des subprimes, les banques ont été plutôt mises en avant, mais pas comme mauvais élèves, parce qu'elles ont plus ou moins triché en titrisant des actifs, prêts immobiliers, enfin voilà, on connaît toute l'histoire. Et moi, je suis pas sûr que les banques, ça soit des acteurs fiables. Or, moi, quand je fais circuler ma monnaie, ou quand je vais regarder l'argent qui est sur mon compte, ben, c'est les banques qui sont responsables, qui sont des éléments de confiance. Or, la crise nous a montré que on peut pas avoir confiance. Donc, il faut créer effectivement un système, et ce système, il est génial, puisqu'il dit que vous pouvez continuer à effectuer des paiements sans avoir besoin d'un intermédiaire. À la seule condition, c'est que nous, tous ensemble, on se fasse confiance. Pourquoi je paye un notaire? Ben, le notaire, il est là parce qu'il vend sa signature, mais il vend la confiance et la sécurité qui va avec. Pourquoi je paye le banquier? Le banquier, il fait en sorte que mon argent il soit conservé, que quand je paye, les paiements se passent en sécurité, il y a des assurances, etc. Donc il y a plein de métiers qui sont des métiers de tiers de confiance, on en connaît plein. Voilà, les administrations publiques remplissent ce rôle-là, certification de signature, etc. Et le génie de Satoshi Nakamoto, c'est de se dire, mais en fait, on peut se passer de ces tiers de confiance. Il faut juste les remplacer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la technologie dont on va parler, ça va être la blockchain. Il faut juste qu'on trouve un moyen de maintenir la confiance. Super transition. Donc la blockchain, c'est un mot qu'on a déjà entendu au moins 2 ou 3 fois. Alors c'est quoi cette bête? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et c'est vrai qu'on vous a mis la barre haute là parce qu'on n'a pas de dessin à projeter alors que c'est un petit peu complexe. Alors c'est qui s'y lance? C'est toi Léo? Je vais commencer par une explication imagée, puis c'est comme ça qu'au début, moi j'ai débuté à essayer de m'imager la chose. J'ai essayé de trouver une petite manette pour que ça soit agréable à penser et puis que voilà, je puisse rentrer ensuite plus en détail dans le Bitcoin, les monnaies, etc. En gros, c'est une base de données où la question de la confiance ne se pose pas. C'est-à-dire qu'elle est intrinsèque dans la manière dont le protocole fait l'apport de données. Donc, c'est-à-dire si vous voulez participer en tant qu'utilisateur, en tant que mineur, on reviendra sur ce terme, ou en tant que... Enfin, dès que vous voulez un rôle dans cette blockchain, vous voulez rentrer dans la pipeline de la blockchain,
vous allez avoir de manière intrinsèque un protocole, des lois qui vont créer la confiance. Donc c'est globalement ce qu'on appelle de la game theory, c'est-à-dire que c'est un dilemme de si je veux attaquer le réseau, il faut que j'y participe. Si je participe dans le réseau, je prends part et je m'expose à la chute du réseau. Et donc en fait, le Bitcoin, par la puissance de calcul nécessaire pour valider ces transactions, son attaquant investit de sa personne, investit financièrement dans cette attaque et a beaucoup à perdre du coup si le réseau s'écroule derrière. Donc ça, c'est d'un point de vue game theory. Maintenant, si on rentre plus dans le concret aujourd'hui, c'est un problème aussi logistique, c'est que la puissance de calcul du Bitcoin est tellement montée en termes donc on parle de terahash, donc c'est une des manières de mesurer en gros la puissance de calcul du Bitcoin, qu'il faudrait emmagasiner une quantité de matériel informatique qui est difficile à produire, sur lequel il y a des enjeux étatiques également. On voit très bien aujourd'hui certains problèmes entre les USA et la Chine sur notamment les cartes graphiques pour l'entraînement des modèles d'IA. Et quand on voit déjà les problèmes que ça pose sur l'IA, effectivement, on peut faire un parallèle avec Bitcoin. Il y a un vrai problème logistique, il y a un problème politique, il y a des enjeux qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas arriver à attaquer la blockchain. Ça, c'est pour moi la manière de décrire la blockchain, c'est de dire que c'est une base de données qui contient la confiance, qui en fait l'impose dans ses lois, qu'importe votre rôle sur cette même blockchain, un simple utilisateur qui fait une transaction, quelqu'un qui consulte le livre pour voir si un tel a bien les fonds qu'il prétend, ou essayer de se balader dans le livre qu'est la blockchain. Donc on parle de transparence. Et justement, quand vous vous baladez dessus, vous voyez des transactions qui ont été validées par d'autres. Il y a un lien constant en fait entre chaque acteur. Et ce lien a encore une fois la confiance de manière intrinsèque. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question de est-ce que je peux douter de l'information. Elle est forcément bonne si elle est dans la blockchain. Alors, sur le terme de blockchain, je ne sais pas si ça a éclairé complètement encore tout le monde, mais je vois des têtes, voilà. Mais, ça veut dire base de données, c'est ça? C'est une base de données, oui. Attends, on va laisser parler... Moi, je ne suis pas informaticien, je suis moins technicien que mon collègue. Grosso modo, imaginez ça, on dit que c'est un registre. Donc c'est un grand livre de compte, un document sur lequel on va enregistrer des informations, de la donnée, d'où ce lien avec effectivement la donnée, la data. Et en fait, dans ce livre de compte, imaginez, ce livre de compte, normalement, il n'y a que votre banquier qui est capable d'enregistrer ce que vous avez dedans, ce que vous mettez, vos transactions, etc. L'idée, c'est de se dire, si j'enlève le banquier, il faut quand même que je garde mon livre de compte, parce que de fait, moi j'ai besoin d'enregistrer des transactions, etc. Et donc l'idée, comme il a été bien expliqué, c'est qu'en fait on va faire un réseau entre nous. On va se partager ce grand livre de compte. Sauf que si on se partage chacun le livre, il faut le faire passer, on n'est pas très nombreux, enfin ça va prendre un certain temps avant de faire un paiement ou une transaction. Donc l'idée, on se dit, en fait on n'a pas besoin de le posséder ce livre. Le tout c'est de pouvoir écrire dessus, et il faut juste qu'on ait des copies de ce document. Donc c'est un registre qui va être partagé, on dit distribué, et particularité c'est que chacun peut écrire dessus. Ce que si je vous laisse la possibilité d'écrire, je vous connais par cœur. Je ne les connais pas, mais je suis sûr que je vous connais par cœur, parce que je ferai pareil. Vous allez vous rajouter un petit peu d'argent sur votre compte, vous allez effacer quelques dettes, etc. Et donc ça ne pourra pas fonctionner. Donc l'idée, c'est de se dire, si c'est un registre qui est partagé, il faut bien quand même qu'on contrôle ce qui se passe. Et la seule manière de contrôler, c'est d'instaurer des règles de confiance. Alors il y a plein de choses qui sont effectivement issues de l'informatique en tout cas, et de la manière aussi de transmettre et d'enregistrer ces données. Et donc on va parler de blockchain parce que la particularité, donc imaginez que c'est un registre qui est partagé entre nous tous, on a tous le droit d'écrire dessus, et on va inscrire en fait des transactions de paiement, pour une chose la plus simple, on pourrait mettre des informations du cadastre, de ce que vous voulez, on enregistre des informations. Et ces informations, moi j'ai pas envie que Bérangère à côté, elle voit ce que j'ai mangé au restaurant, que j'ai pris 3 fois du dessert, etc. Donc moi j'ai pas envie que tout le monde voit les informations. Donc on va les coder ces informations, c'est pour ça qu'on parle de cryptage. Et du coup, ces informations sont cryptées et j'ai pas envie qu'on voit mon nom. Donc en plus, moi mon nom n'apparaît pas, c'est pas Nicolas Barbarou, mais je vais avoir un code alphanumérique, BY, arrobas, etc. Donc j'ai un code, ce qui fait que je suis pas anonyme, je suis pseudonyme, mon nom est réduit à un code et mes transactions elles-mêmes sont codées. Et on va les enregistrer dans une espèce de boîte. Et quand il y a un certain nombre de transactions, on va les vérifier, on va les valider. On va dire, c'est bon, Nicolas a assez d'argent, il peut payer Bérangère, Bérangère va pouvoir payer son voisin, etc. Mais qui vérifie? Et justement, c'est là où, du coup, puisque j'ai plus la banque, il faut trouver quelqu'un, je vais vous dire, vous êtes tous capables de faire cela. Alors, c'est pas vous qui allez le faire, c'est votre ordinateur qui va tourner en boucle et il y a un mécanisme de tirage au sort, entre guillemets, qui va permettre à un ordinateur de vérifier l'ensemble de ces transactions. Et une fois qu'elles sont vérifiées, elles sont validées. Et c'est là où le bloc va être fermé.
et on va le relier, ce bloc-là, avec les autres blocs. Et comment on le relie? Tout simplement, le nom du bloc numéro n, il va se retrouver dans le nom du bloc n plus 1. Admettons que le bloc n, il s'appelle Nicolas, ça tombe bien. Ce bloc Nicolas, on va retrouver le nom de Nicolas dans le bloc suivant. Ce qui fait que si je veux remonter à l'information, à chaque fois, j'ai qu'à suivre le nom. Et du coup, en faisant cela, on va chaîner les blocs. Le bloc, c'est un ensemble de transactions. Ça peut être des transactions bancaires, mais ça peut être des informations sur la transparence, sur les diplômes. Des universités ont essayé de mettre des diplômes dans une blockchain. On peut enregistrer des tas de choses. Nous, on s'intéresse au paiement, mais on peut enregistrer des tas de choses. Donc une chaîne de blocs. Exactement. Dans lequel des boîtes qu'on enchaîne, des plein de boîtes qu'on relie les unes avec les autres, on les relie, et c'est à nous, en fait, c'est le nom qu'on leur donne ici. Donc une chaîne de blocs dans laquelle tous les participants peuvent agir, proposer ou réaliser des transactions pour ce qui est des... Alors si dans le cas d'un paiement, moi je vais envoyer une transaction pour dire je veux payer Bérangère, j'envoie une information, elle est codée. Cette information, je ne vais pas le faire à chaque fois, je vais attendre qu'il y ait un certain nombre, de façon à ce que le validateur, qu'on appelle ici un mineur, ce validateur, lui, qui est un ordinateur concrètement, lui va vérifier ces transactions, mais quasiment au même titre que le ferait la banque. La banque, elle vérifie que Nicolas a de l'argent, que la transaction existe bien, que Bérangère va bien le recevoir, elle va débiter nos comptes, etc. Et Bérangère, pour continuer sur votre exemple, ne va pas faire une sorte d'accusé de réception Alors si, elle va accepter, comme moi quand j'accepte un colis, vous faites tous livrer certainement chez vous, vous avez un code, vous dites ok, avec ça j'ai reçu, de fait, elle doit être sûre que, moi je dois être sûr qu'elle a bien reçu l'argent, et voilà, ça se fait automatiquement. En fait, l'idée c'est que sans que la banque intervienne. C'est un réseau, on dit de pair à pair, c'est-à-dire que tous les deux on a pu effectuer un paiement sans passer par la banque. C'est la technologie et les algorithmes qui nous a permis de faire cela. C'est ça qui est génial, de se passer des banques. Ah, ça je dirais pas ça, mais... On va y revenir. Vous avez utilisé un autre mot tout à l'heure, puis peut-être aussi un côté sur le mot de mineur. Donc quel rapport entre les mines de je sais pas quoi et puis l'argent ou la blockchain en l'occurrence? En fait, oui, il y a bien une analogie avec le mineur. Qu'est-ce qu'il fait le mineur en fait? Je vais essayer d'être clair. C'est lui qui va valider, comme disait notre collègue, qui va valider un bloc. En l'occurrence, c'est toutes les 10 minutes. C'est-à-dire, Bitcoin comment dire, a mis au niveau. Oui, vas-y. Et il a une difficulté qui s'adapte. Voilà. C'est-à-dire que tous les 2005 blocs, quelque chose comme ça, il scanne un peu le réseau, il se dit tiens, il y a plus de puissance de calcul, on résout mes problèmes plus rapidement, je les rends plus compliqués. Voilà, donc c'est pour ça que ça va nécessiter beaucoup de puissance de calcul au bout d'un certain moment, qu'il y a beaucoup de mineurs ensemble. Mais ces mineurs, ils sont là, ils sont en concurrence pour valider les blocs. Moyennant quoi, quand ils ont validé le bloc, alors je reviendrai peut-être là-dessus, ce que c'est, comment on valide effectivement un bloc, il reçoit un reward en Bitcoin. Et c'est là que se fait l'émission. Mais concrètement, c'est quoi le mineur? Il a un casque. Le mineur, c'est votre ordinateur que vous avez branché en réseau, un réseau internet entre guillemets entre nous. Et en fait, comme disait notre collègue, si moi j'ai fait ce boulot de vérification, voilà, je vais être payé. Sauf que nous, on veut tous être payés, surtout en période de Noël. Et quand je vous dis qu'un bitcoin, alors je ne vais pas revérifier, mais c'est à peu près 97 000 €. Et si vous validez ces transactions, vous gagnez 3,25 fois 97 000, ce qui est pas mal pour une prime de Noël. Donc tout le monde veut évidemment être mineur. Donc moi, je vais devoir vous sélectionner, ou en tout cas le réseau. Et du coup, je vais vous dire, très bien, je vous fais passer un petit test. Et ce petit test, en fait, c'est une épreuve mathématique, un problème à résoudre, qui est tellement compliqué que notre cerveau humain ne pourra pas le résoudre. Même vous passerez toute votre vie, vous ne pourrez pas le résoudre. Donc en fait, la seule manière de faire cela, c'est du coup de faire tourner les ordinateurs en permanence via un algorithme. Le principe de l'algorithme, c'est de répéter toujours la même chose. Et ça rejoint grosso modo, alors vous dites si je me trompe, mais c'est comme si moi je vous dis, voilà, si vous trouvez le chiffre que j'ai en tête, du coup, je vous donne ma voiture. Je suis né en train, donc je ne prends pas de risque. Je vous donne ma voiture. C'est un Porsche Cayenne, ça vaut le coup. Et du coup, si vous trouvez le chiffre, si je pense qu'un seul chiffre, c'est pas compliqué. À un moment donné, 1, 2, 3, etc., il y a quelqu'un qui va gagner. Si maintenant je vous dis le chiffre, il y a 2
2 chiffres, 3, 4, etc. Et donc le principe de cette épreuve qu'on va mettre en compétition pour avoir le droit de miner, c'est de trouver un code. Et la seule manière de trouver le code, l'ordinateur, il fait quoi? C'est comme s'il jetait un dé en permanence, de façon très très rapide, de façon à trouver le code. Et du coup, à un moment donné, c'est le fameux code qui permettra de miner. Du coup, on dira très bien, c'est cet ordinateur, c'est vous, votre ordinateur, qui va être gagnant. Alors, c'est pas grâce à vous, hein, je suis désolé, certainement vous avez des tas de qualités, mais c'est pas grâce à vous, c'est juste votre ordinateur qui, par chance, de façon aléatoire, voilà. Sauf que si vous êtes malin, un ordinateur, chaque individuellement, bon, vous avez une probabilité de 1 quelque chose qui n'est pas énorme. Mais si vous êtes malin, vous allez faire des poules d'ordinateurs. Dire, nous, en fait, on va mettre nos 3 ordinateurs ensemble, la puissance de calcul va augmenter, et plus votre puissance de calcul augmente, plus vous êtes rapide, plus vous avez de chances de trouver ce fameux code. Et du coup, vous gagnez 3 fois 90 000, vous pouvez partager 90 000, enfin 3 fois, donc 270 000 euros, c'est plutôt sympa. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a une espèce de concentration des mineurs, parce que les mineurs sont juste des ordinateurs qui tournent. Alors quand je dis des ordinateurs, imaginez des zones industrielles de milliers de mètres carrés, et vous avez juste en gros des ordinateurs qui sont sur des étagères et qui tournent en permanence. Et ils tournent essentiellement dans les pays où l'énergie n'est pas chère et où il ne fait pas trop chaud parce que ça chauffe très très vite. Et donc de fait, il faut que, voilà, c'est pour ça que c'est en Russie ou en Chine où il y a le plus de mineurs. Ok. On est remonté à Aristote et là on est arrivé dans les fins fonds de la Russie. Oui, ça paraît absurde comme ça de donner, de faire valider une transaction par un calcul qui ne sert à rien. Parce que c'est comme si vous deviez résoudre une énigme, mais cette énigme, elle est purement, c'est purement mathématique. Mais en fait, c'est très rationnel puisque c'est à ce titre-là, à titre d'un calcul, d'un travail, proche de travail, ça s'appelle une preuve de travail, qu'on peut émettre du Bitcoin. C'est pour ça que l'analogie avec les mines d'or marche. Vous voyez, c'est le travail d'extraction qui fait que l'or va avoir une valeur. Et donc se pose aussi forcément la question de la limite extractible. Et Bitcoin a prévu ça. Ils ont prévu qu'on ne minerait pas plus de 21 millions de Bitcoin. Donc c'est écrit dans le code, c'est écrit en dur. Et donc voilà, peut-être Léo veut réagir là-dessus, parce que je sais qu'il aime bien l'économie autrichienne. Ouais, il faut en même temps qu'on avance parce que le temps passe et je crois qu'on n'est pas tout à fait dans le timing, mais bon. La question qui suivait, elle était plutôt concentrée sur peut-être le Bitcoin de manière plus précise, mais sur à quoi ça sert les crypto-monnaies. On a entendu des histoires de paiement, mais concrètement, est-ce que, comme dans la salle, quelqu'un ici a déjà utilisé, est-ce que vous utilisez des bitcoins pour payer des choses, pour acheter des choses? Qui a ce genre de choses en main, si je puis dire? Alors, si on parle de ce qu'est la crypto-monnaie, ce à quoi elle sert, on peut y mettre beaucoup de choses. C'est un outil parfois de stimulation économique, c'est un outil effectivement de règlement. C'est pour ça qu'il y a eu des stablecoins qui ont été inventés, des monnaies qui restent tout le temps stables, qui ne vont pas chercher à fluctuer et qui ont un système derrière qui opère de sorte à ce que quand on l'achète, elle n'augmente pas. Ce qui est justement l'inverse sur le Bitcoin. Étant donné qu'il est rare, plus les gens l'achètent, plus son prix augmente. À côté de ça, on a des monnaies qui ont voulu faire un chemin un peu inverse. On dit, nous, on va chercher à rester stable. Donc, déjà, en fonction de la nature de la monnaie qu'on a en face de nous, de la crypto-monnaie, ça peut être déjà ambigu. Il y a des protocoles également qui se servent de la crypto-monnaie comme une collatérale. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir un système de prêt, d'emprunt qui va être décentralisé et les gens vont pouvoir régler leurs prêts avec une monnaie et ceux qui vont prêter de l'argent vont recevoir cette même monnaie de l'autre côté. Donc on a un système un peu de carotte et d'âne, si vous voulez, pour imager. Donc en fonction du type de crypto-monnaie, du type de protocole qui la déploie, déjà on a beaucoup de subtilités. Nous, dans notre travail, justement, on travaille sur les tokens, donc c'est-à-dire des jetons qui sont propres à des protocoles, qui sont propres à des applications. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'application WeWard, c'est une application où quand vous marchez, elle vous donne des points que vous pouvez utiliser dans des boutiques partenaires. Il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de crypto dans tout ça. Mais typiquement, ce point, c'est un peu comme un token. C'est-à-dire que lui, sa fonction, c'est d'inciter la personne à marcher et d'inciter le commerce à se mettre sur la plateforme. Donc, en fait, on réussit à créer des comportements voulus, à les accorder ensemble. Et parfois, le but simple d'une crypto-monnaie, c'est d'agir comme un stimuli économique pour créer des comportements. Merci.
Allez. Ouais. Deux fonctions en cryptoactifs, je n'utiliserai jamais le terme de crypto-monnaie, vous l'aurez compris, mais cryptoactifs. Cryptoactifs, soit ça sert effectivement comme moyen de paiement, un moyen de paiement concurrentiel à l'euro pour nous, soit alors, vous voyez ça comme un nouveau type de titre financier. À la différence qu'un titre financier, c'est défini par la loi, parce qu'on appelle le code monétaire et financier, et donc il y a 5 catégories, les titres à court terme, les produits dérivés, les obligations, etc. Or ici, ces produits-là, pour l'instant, la loi ne les définit pas. Ce qui fait que posséder ces actifs ne vous protège en rien, parce que les lois qui nous protègent, si vous avez des actions, des obligations sur un compte titre auprès d'une banque, vous êtes assuré à hauteur de 70 000 €. Si vous avez des titres ou des cryptoactifs sur une plateforme ou sur un prestataire, etc., qui est censé conserver vos actifs, du coup, si vous les perdez ou si la société fait faillite, de fait, vous perdez tout. Parce que ce n'est pas légalement un actif financier. Donc en fait, les cryptoactifs, c'est soit des moyens de règlement, soit c'est des actifs d'investissement. Et donc l'idée, on les achète pour les conserver simplement en vue de spéculer. Spéculer en latin, ça veut dire parier sur l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. Alors on le fait avec les titres financiers, ça pose pas de problème. À la différence que ici, il n'y a pas de loi qui vous protège et que de fait, votre banquier lui-même, il n'est pas censé vous encourager à faire cela puisque la loi ne lui autorise pas. Et ça pose des problèmes au-delà de fiscalité, mais d'autres problèmes. Quelques dernières petites questions. Pourquoi il y a autant de crypto-monnaies? On a parlé du Bitcoin, mais il y en a d'autres. Chacun qui a envie de faire, il fait sa propre crypto-monnaie. Pourquoi il y a plusieurs crypto-monnaies? La blockchain, c'est un peu comme un terreau, on peut y faire pousser ce qu'on veut. Et en gros, il y a des protocoles qui arrivent, qui vont proposer certaines utilités, comme on le disait avant, et ils vont avoir besoin d'une crypto-monnaie, des fois juste pour lever des fonds, des fois pour créer des comportements. Donc, en fait, la crypto-monnaie, ça a été un peu... il y a eu plusieurs phases. On a eu une phase où les gens levaient uniquement des fonds avec les cryptos, ne cherchaient pas forcément, au moment où ils levaient des fonds avec, à leur donner des utilités. Puis, on a eu des protocoles pour lesquels la crypto qu'il a lancée, donc une application qui lance sa propre crypto, c'est un point critique de son économie. Donc, chaque protocole a un peu sa manière de voir sa crypto. Nous, justement, on préfère qualifier des cryptos par catégorie. Par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du métaverse avec Facebook. Mais on a des projets crypto, notamment un projet français qui s'appelle Sandbox, qui a créé sa propre crypto de paiement pour son monde virtuel. Donc s'il y a autant de cryptos, c'est parce que la blockchain, c'est un substrat. On peut construire ce qu'on veut dessus. C'est-à-dire que les cryptos sont un peu ce que les mails étaient à Internet. C'est une bonne application, ça démontre ce qu'on peut faire avec, mais derrière, d'autres applications vont naître, et la blockchain est juste un sous-jacent là-dessous sur lequel on peut construire beaucoup de choses. Donc il y a forcément beaucoup de cryptos parce qu'on est encore dans une phase exploratoire. Le marché est jeune, la techno est jeune, elle n'a pas connu de mass adoption, donc il n'y a pas eu de grosse adoption comme actuellement on le voit avec l'intelligence artificielle. Et donc il y a beaucoup de cryptos différentes, on parle de 5-10 000 cryptos différentes. Et nous, on s'est amusé à essayer de les classifier. On a créé 5 catégories dans lesquelles on a créé des secteurs. Et on se retrouve avec, je crois, 27 secteurs aujourd'hui différents pour essayer un peu de classifier toutes ces cryptos différentes au sein de 5 catégories. Donc on a fait des systèmes un peu de Lego. Et c'est pour vous dire toute cette complexité qu'il y a derrière. Ok, merci. Je vais sur 2-3 dernières questions un peu diverses et variées. Pourquoi on entend parler du cours du Bitcoin qui a récemment crevé un plafond des 100 000 $, si j'ai bien compris. En quoi il y a un cours, quoi, et quelque part une forme de conversion avec une monnaie officielle qui est les dollars. Qui est le dollar. Alors, il y a un cours tout simplement, parce que c'est le principe de la finance, et le vieux truc que vous avez pris en économie, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité qui est disponible de Bitcoin sur le marché, d'autres qui vont le revendre, et puis une certaine quantité de personnes qui veulent l'acheter. Les personnes qui veulent acheter du Bitcoin, on l'a dit, c'est très rarement pour du paiement. Aujourd'hui, le Bitcoin, ça représente 0,5% de la masse monétaire, donc de l'ensemble de l'argent qui circule en France, donc c'est quasiment rien. À l'inverse, d'autres vont acheter évidemment du Bitcoin, non pas pour payer, mais pour spéculer. Donc de fait, si j'achète, au même titre que j'achète une action, j'achète un produit dérivé ou ce que vous voulez, si j'achète un titre, du coup c'est pour le revendre un peu plus cher. Et donc pourquoi il y a eu ce cap des 100 000 ? Tout simplement, on peut quasiment mettre une date, puisque le 5 novembre, il y a eu les élections américaines et que le président nouvellement élu, M. Trump, lui, a dit ouvertement, moi, je suis plutôt favorable à ces nouveaux cryptoactifs. Et donc ce qui veut dire, si je suis favorable, c'est que tout ce qui est réglementation, fiscalité, etc., moi je vais être très laxiste. Moi ça ne m'intéresse pas. C'est le principe de l'économie américaine.
c'est le marché qui décide. Si les gens veulent acheter des cryptos, s'ils veulent payer en crypto, bah, qu'ils le fassent. C'est leur problème, ils connaissent les risques, etc. Donc le fait qu'on ait un président qui soit très favorable, ça veut dire que tout le monde va en demander. Donc moi, j'ai intérêt à en acheter un petit peu avant ou le jour J, parce que je sais qu'effectivement, ça va prendre de la valeur. Et c'est comme ça qu'on a franchi le cap des 100 000. Mais au même titre que c'est redescendu 4-5 jours après, aujourd'hui c'est 94 000 ou 95 000, peut-être ça redescendra à 60, peut-être ça passera à 120. C'est le principe de la finance. Si on le savait, on ne serait pas là, on serait en train de s'enrichir. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est le paradoxe, c'est la boucle est bouclée, c'est que Bitcoin n'a pas été fait pour ça en fait. Nakamoto n'a pas voulu mettre en face de ce qu'il pensait être un moyen de paiement universel à destination du grand public, mettre en face une valeur monétaire fiat, quoi. C'était pas ça son objectif. C'est pas l'objectif des bitcoiners. C'est pas ça du tout. Enfin bon, c'est une évidence, mais enfin je préfère le dire. Parce qu'on pourrait croire que tout a été pensé pour mener à ce type de spéculation, mais c'est justement le contraire. Enfin, c'est un paradoxe, on est dans un paradoxe. Oui, un de plus. Ah, ouais. Si ce n'est plus. Une autre question, c'est souvent on entend parler d'arnaque avec les crypto-monnaies, de pièges. Est-ce qu'il y a des risques? Comment on peut se protéger? Est-ce que c'est fantasmagorique cette histoire, ou est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a des gens qui se font spolier de l'argent parce qu'ils ont investi et tout perdu? C'est le Far West en soi, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a de l'or quelque part et puis on cherche à en récupérer le plus possible. Et tout bêtement, ce secteur n'était pas régulé ou commence à l'être au fur et à mesure, de plus en plus. Et comme au Far West à l'époque, il y a des gangsters, voilà. Donc, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est que dès que vous voyez un nom célèbre veut vous donner de l'argent ou a créé un protocole ou a créé un machin, personne ne vous donnera jamais d'argent dans les crypto-monnaies. Partez de ce principe-là. Si quelqu'un doit vous en donner, c'est une arnaque. Alors juste, si on a parlé d'arnaque au-delà de projets, on va dire d'arnaque, mais il y en a plein, ce qui fait souvent débat, c'est le principe même des crypto-actifs, c'est-à-dire que vous l'avez compris, tout est, on va dire, enregistré, on l'a dit, une espèce de registre, et moi, si je veux accéder à mon portefeuille, entre guillemets, à mes titres que j'ai achetés, mes bitcoins, j'ai deux types de codes. J'ai ce qu'on appelle une clé publique qui correspond grosso modo à votre IBAN, et moi je transmets mon IBAN à Bérangère pour s'effectuer des paiements. Mais moi, par contre, pour valider une transaction, j'ai mon code secret de carte bleue, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la clé privée. Et cette clé privée, particularité, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas d'intermédiaire, vous savez beau appeler votre banque, si vous perdez cette clé privée, vous perdez l'accès à votre compte. Imaginez, vous perdez, je ne sais pas, votre identifiant pour accéder à votre application bancaire. Quand c'est ça arrive assez souvent, vous redemandez, et donc la banque vous redonne un numéro, etc. Ici, on ne le peut pas, parce que la clé privée, elle est créée une seule fois, et si je l'ai perdue, de fait, il n'y a plus personne qui peut... alors c'est pour ça que c'est super sûr, mais il y a tas d'histoires, par exemple, on a toujours ça, il y a toujours une histoire qui ressort chaque semaine, quelqu'un qui a dit, tiens, moi je vais enregistrer ma clé, alors soit un bout de papier, j'ai perdu le papier, bon ça c'est dommage, c'est le pire cas, sinon je l'ai enregistré sur mon ordinateur, dans un fichier secret, etc. Et puis manque de bol, mon ordinateur est en panne, et puis... on va dire, ma mère a jeté le disque dur, elle a amené à la déchetterie, pensant bien faire. Sauf que dedans, il y avait la clé d'accès à 10 bitcoins à 100 000 euros. Imaginez, même si vous aimez votre mère, mais vous êtes un peu en colère. Et donc, il y a toujours ces histoires-là de disques durs qui ont été perdus, d'ordinateurs en panne, ou de gens qui ont perdu leur clé. Ou pire encore, si moi, j'ai pas confiance envers l'ordinateur, j'ai des applications ou des entreprises dont le job, c'est justement d'enregistrer mes clés de façon sécurisée. Si ces applications font faillite ou si les entreprises sont derrière font faillite, elles font faillite avec ma clé et du coup, j'ai plus de moyens de savoir comment y accéder. Et l'histoire dit que ceux qui ont créé le Bitcoin, parce qu'on sait très bien que c'est pas une seule personne, mais certainement plusieurs personnes, du coup, un des 3 créateurs, en tout cas c'est l'histoire qu'on raconte souvent, il est décédé, mais il est décédé sans pouvoir donner la clé. Et paraît-il que les créateurs se seraient gardé une partie entre guillemets des Bitcoins au début, mais on ne peut y accéder que si les 3 clés sont mises ensemble. Comme il y en a un qui est mort par chance, mais surtout qui est mort avec son code, et du coup les 2 autres n'auront plus accès à leur argent. Donc c'est en ce sens-là où il y a de l'arnaque, dans le sens où il n'y a pas c'est très sûr, mais si vous oubliez votre code, il n'y a personne, puisqu'il n'y a pas de tiers de confiance qui sera là pour vous le rétribuer. Et vous perdez votre pouvoir d'achat. Mais c'est le prix de se passer du tiers de confiance, c'est que justement, enfin vous appelez ça une arnaque, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de tiers de confiance qu'on ne remet les clés à personne. Vous êtes le seul détenteur des clés. Bon après, voilà. C'est le principe même du système, oui. Mais je ne sais pas si vous parlez d'arnaque, parce qu'en fait, vous êtes le seul propriétaire de vos clés, de votre
comment on dit, custodial, non-custodial. Oui, c'est ça. Voilà, donc, alors oui, je comprends qu'on puisse appeler ça. Non, en fait, je comprends pas pourquoi on appelle ça une arnaque. Non, c'est moi qui ai utilisé le terme arnaque parce que c'est ce qu'on entend parfois dire. Mais là, l'explication qu'il nous est donnée, c'est plus, enfin voilà, c'est la perte d'un élément fondamental pour accéder, pour posséder, c'est une perte sèche, quoi, tout simplement. Donc légalement, quand même, il y a une obligation on doit accéder à ce qu'on possède. Donc l'argent, c'est votre argent. Certes, vous avez été maladroit, vous avez perdu votre carte bleue, mais légalement, on doit vous donner les moyens d'accès à votre liquidité. C'est en ce sens-là où c'est une arnaque, entre guillemets. Alors certes, c'est votre responsabilité, voilà, mais il faut quand même que le système, il ait un moyen. C'est pas logique qu'on perde son pouvoir d'achat. C'est le prix de l'absence du tiers de confiance. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez compris qu'entre les gens de ma droite et de ma gauche, il y a des visions un tout petit peu différentes. Alors, je ne sais pas si sur la question finale, s'ils ont une vision différente, mais ce qu'on entend aussi souvent dire, c'est oui, mais c'est un système qui nécessite de gros ordinateurs, vous l'avez évoqué, des grosses machines qui produisent, enfin qui consomment des quantités d'énergie considérables. C'est pour ça qu'on les met dans des pays froids, etc. C'est quoi la réalité de cette consommation? Est-ce que c'est vraiment un problème? Parce qu'aujourd'hui, le système bancaire, c'est une provocation vers vous, il a aussi des data centers, il a aussi des gros systèmes, et donc il consomme de l'électricité, il produit du CO2, enfin voilà. Entre les deux, comment vous appréhendez les choses? Ils vont me taper dessus, là. Il y a plein de manières d'aborder la chose, parce que il y en a qui aiment bien dire que c'est le prix de la sécurité. Si vous avez un réseau qui est sécurisé, que vous avez effectivement une grosse consommation derrière d'énergie, l'avantage c'est que l'électricité peut être transportée, peut être produite de géothermie, de différents moyens. Enfin, l'électricité, elle arrive de plusieurs sources, et à côté de ça, la sécurité du Bitcoin, elle est transposable partout dans le monde. Donc vous avez une sécurité, encore une fois, c'est un substrat. Vous pouvez tout bâtir dessus. Le prix, c'est la sécurité. La consommation, ça garantit, dans ce sens-là, la sécurité. C'est ça. Maintenant, ça, c'est l'algorithme de Bitcoin qui fonctionne ainsi. Des algorithmes qui sécurisent d'autres blockchains, il y en a d'autres. Il y en a plein qui sont neutres en carbone et qui arrivent à un niveau de sécurité aujourd'hui où il y a des dizaines de milliards de dollars qui tournent en permanence sur ces protocoles et qui ne sont pas attaqués. Donc c'est la preuve que la sécurité est bel et bien présente. Donc Bitcoin est la genèse peut-être de ce qu'on pourrait appeler ces substrats sécurisés. Mais à côté de ça, on a eu des projets qui ont réussi à atteindre une neutralité carbone, ou presque. En tous les cas, c'est ce qu'ils vendent. Je ne suis pas allé vérifier, bien sûr, à l'électron près ce qu'ils consomment. Mais on avance peu à peu. Et Bitcoin était la genèse, justement, de ces substrats-là. Ok. Juste pour vous donner un chiffre, c'est le rôle de l'économiste. La Banque de France publie, vous irez voir sur le site, il y a un suivi des marchés crypto tous les mois qu'on met à jour. Et donc vous avez la consommation énergétique. Alors effectivement que pour la blockchain Bitcoin, parce que elle représente plus de 60%, on va dire, des crypto-actifs du marché. Et pour vous donner un ordre d'idée, juste pour miner, ce qu'on disait, ces ordinateurs qui tournent, etc., pour valider des transactions, ça représente la consommation énergétique sur un an de la Malaisie ou de la Norvège, pour vous dire à peu près le type de pays. Pour l'ensemble du monde ou... Alors, le réseau, tout le réseau, Bitcoin, tout ce travail-là qui est partagé dans le monde, ce minage, ce qu'on disait, les ordinateurs qui tournent, ça représente la consommation annuelle, du coup, d'un pays comme la Malaisie ou comme la Norvège. Après, vous avez une bonne analyse. Effectivement, le secteur bancaire, il pollue. Il y a des data centers. Il consomme et il pollue. Toute activité pollue. Alors, je vais vous dire, je ne suis pas sûr que ça soit autant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Alors, certainement, ma collègue va me dire qu'avec les normes RSE, petit à petit, les entreprises vont publier et les banques vont devoir aussi suivre, et la Banque de France certainement aussi. Mais en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas de chiffre à vous annoncer sur ce que représente le secteur bancaire. Évidemment, c'est beaucoup d'énergie aussi. Donc, c'est sûr que c'est un faux procès. Et comme disait mon collègue, on parle du Bitcoin, oui, c'est la tête d'affiche, mais le Bitcoin, c'est un crypto-actif parmi tant d'autres. Et donc, en fait, tous les autres, ils n'ont pas ce système de faire du minage. Et il y a d'autres systèmes où, comme on le disait, simplement, ce qu'on appelle du proof of stake. Ici, on va mettre... Désolé, c'est de l'anglais, ça veut dire, c'est comme l'hypothèque. En gros, si je veux participer au réseau, je mets de l'argent qui est bloqué sur un compte. Comme ça, si je triche, on me retirera cet argent. Et c'est une manière de sécuriser. Et après, on tire au sort parmi les gens, et notamment, plus j'ai mis en séquestre, comme on dirait chez un notaire, plus j'ai mis en séquestre de l'argent, et meilleure sera ma probabilité d'être tiré au sort et de valider, mais je ne serai pas rémunéré au sens du Bitcoin. Donc c'est un faux procès, mais évidemment, c'est polluant, et c'est pour ça aussi qu'il y a tout un débat là-dessus. Ok, donc maintenant c'est l'heure de
vérité, c'est-à-dire qu'on va vous interroger. Non, c'est pas vrai. On va plutôt prendre vos questions. Alors, essayons de les faire, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, vu le sujet, de les faire plutôt brèves, si je puis dire. Et puis on essaiera d'apporter des réponses tout aussi brèves pour qu'on ait un maximum de questions possibles. Il y a quelqu'un qui a déjà levé le doigt. J'en ai vu plusieurs. Et dans la mesure du possible, plutôt des questions que des points de vue. Pour qu'on puisse continuer à avancer dans la compréhension. Oui, bonsoir. Si j'ai bien tout compris, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais si j'ai bien tout compris, la crypto-monnaie, le terme crypto-monnaie est un terme abusif. On va dire crypto-actif. Ouais, parce qu'il n'y a qu'une seule forme de monnaie qui est celle qui est garantie par la loi et par l'État. Donc c'est il y a bon. plusieurs types d'actifs. Il y a les crypto-actifs, il y a les actions, il y a les obligations. Un actif, c'est quelque chose qui possède de la valeur. Le crypto-actif Bitcoin, il n'est adossé sur rien du tout. Autant l'action est adossée sur la valeur d'une entreprise ou la monnaie sur un stock d'or éventuel, mais le Bitcoin crypto-actif n'est basé sur rien du tout. C'est juste sur la confiance entre les personnes. Léo, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Bitcoin n'est adossé sur rien du tout. Alors en fait, on parle de rareté numérique, ce qui rime avec le rien du tout. Et en fait, cette rareté numérique, on a réussi à coder dans le Bitcoin un comportement similaire à l'or, dans le sens où on a rentré dedans quelque chose qui permet de le rendre rare. On a rentré un protocole qu'on appelle le halving. Tous les 4 ans, en fait, le Bitcoin réduit les récompenses qu'il donne aux mineurs jusqu'à atteindre un certain stade, donc les fameux 21 millions, qui devraient, d'après certains calculs, arriver en 2140. Donc ça sera de toute façon pas notre problème. Alors, je ris. Mais en gros, cette rareté-là, c'est un système qu'on appelle le stock to flow, pour ceux qui veulent creuser. Donc il y a le stock to flow de l'argent, de l'or, du platine. On cherche à estimer la capacité extractable de quelque chose, d'un métaux précieux. Et en fait, les créateurs de Bitcoin ont essayé de recréer ça dedans, de le coder de manière algorithmique. C'est-à-dire qu'ils ont rentré si vous voulez, l'or, on va l'extraire avec des machines. L'or va prendre en valeur, on peut acheter plus de machines et extraire plus d'or. Bitcoin, il n'y en aura jamais plus. Il peut prendre en valeur, on peut en récupérer plus, mais ça ne veut pas dire qu'on va en extraire plus, il est limité. Et donc, la récompense au bloc en Bitcoin est figée. Par contre, des sociétés minières qui extraient de l'or, elles peuvent très bien, à tout moment, si elles font plus de chiffre d'affaires, acheter plus de machines et sortir plus d'or, chose qui n'est pas possible avec le Bitcoin. C'est une manière d'amener un peu ce problème mathématique du stock to flow avec des mots plus humains. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair. Non, absolument pas, mais Est-ce qu'on peut, quand j'ai une action, je pense que j'ai raison. En fait, le Bitcoin est basé sur. L'idée, c'est effectivement adossé sur rien. Quand j'ai une action, je suis propriétaire. Là, j'ai rien. Sur une idée qu'il a telle valeur, mais c'est une valeur. C'est une idée un peu comme ça dans l'air. En tant que cryptoactif, il est adossé sur rien, mais en tant que par la crypto-monnaie. demande et. Oui, c'est ça, la demande, Voilà, tout à fait, c'est tout. qui est C'est tout. sur une rareté. Parce qu'il y a de l'offre de l'autre côté. Mais si un jour quelqu'un dit il n'y a plus de Bitcoin, la valeur s'effondre. S'il n'y a plus de Bitcoin, c'est-à-dire Non, mais si personne veut en acheter, par exemple, si personne ne veut si personne en vend de l'autre côté, la valeur ne s'écroule pas. Ça s'écroule complètement. Principe de l'offre et la demande, c'est-à-dire que s'il n'y a plus Oui, de c'est demande et il y a une quantité de 21 millions, ça ne vaudra plus rien à un moment donné. C'est juste, si je crois dans ce projet, je vais être demandeur d'eux, et comme la quantité elle est fixe, du coup, ça crée une rareté. Autant comme une vous disiez. action qui est basée sur la valeur d'une entreprise, elle Bien aura sûr. toujours une valeur si l'entreprise Ah, de la persiste, valeur. évidemment. Bien sûr, ok. Il n'y a pas de On contrôle. prend une autre question là-haut. Deux questions une rapide. Vous avez dit que le nom à chaque fois s'incrémentait avec le nom précédent. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de fin dans la nomination pour tracer les opérations? Comme c'est du codage, en fait, chaque bloc, puisque pour l'instant, je ne sais plus combien il y a de milliers de blocs, mais on mine un bloc dans la blockchain Bitcoin toutes les 8 minutes. Ce qui veut dire que toutes les 8 minutes, on doit retrouver un nom, ce qu'on appelle un hash, une empreinte. Et en fait, le nom de ce bloc, on lui donne toutes les 8 minutes. Donc, on peut faire un nombre infini, puisque c'est un code alphanumérique. Donc, quand vous passez de 0 à 1, plus toutes les lettres, plus tous les alpha, oméga, machin, vous prenez notre alphabet. Donc, on peut effectivement, de façon infinie, c'est le principe de la blockchain, c'est de ne pas avoir de limite.
Et autre question, ça concerne le financement éventuellement de la drogue ou autre. Est-ce qu'on peut garantir, est-ce qu'il y a une garantie derrière des transactions par rapport à ce qui peut être illicite? Et c'est blanchiment, ces questions-là, tout ça. Oui, tout ça. Alors, c'est pseudonyme et pas anonyme, donc au fur et à mesure que le Bitcoin évolue, que les gens retirent de l'argent, il y a toujours un lien avec le monde réel, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez besoin de transformer vos bitcoins obtenus de manière illicite en euros, il va y avoir un moment une rupture de ce monde pseudonyme vers le monde réel. Donc ces ponts qui mènent au monde réel sont de plus en plus identifiés avec le temps. Il y a des sociétés spécialisées qui travaillent justement sur faire des espèces de toiles d'araignée de la blockchain, essayer de comprendre où sont les sorties, où sont les entrées. Et aujourd'hui, vous avez besoin de rentrer votre identité, votre passeport ou votre carte d'identité, votre permis, à chaque fois que vous créez un compte sur une plateforme qui vous permet d'entrer ou de sortir dans ce milieu-là. Et au fur et à mesure que le marché avance dans ce sens, les entrées et les sorties discrètes ne seront plus possibles. Encore une fois, c'est pseudonyme et pas anonyme, il y a une grosse différence entre les deux. Juste pour vous donner une ordre d'idée, on n'a pas attendu le Bitcoin ou les cryptoactifs pour blanchir de l'argent, vous notez bien. Et aujourd'hui, malgré cela, la meilleure recette, alors je ne vais pas vous donner la meilleure recette pour blanchir de l'argent, je serai viré de suite, mais en tout cas, ça reste les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les paradis offshore et le cash notamment. Et quand on regarde les rapports d'Interpol ou de TracFin, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effet cryptoactif parce que la proportion elle est très très fine et comme on le disait, on remonte. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais aujourd'hui la BRI, le FBI, etc. Se forment justement pour arriver à détecter ces cellules-là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la réglementation pour empêcher que n'importe qui puisse acheter ou vendre ces actifs, qu'on sache qu'il y a derrière. Merci. On prend une autre question au milieu. Oui, j'ai vu dans la presse que certains comparaient les bitcoins et les crypto-monnaies à des pyramides de Ponzi. Et je ne suis pas sûr d'avoir compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Des pyramides de Ponzi, c'est ça? Ponzi, Ponzi. Pyramide de Ponzi, c'est le système de Madoff, que vous avez dû entendre parler. L'idée, c'est que je vous dis, voilà, si vous me donnez 100 €, je vous les rends dans 2 semaines, mais je ne vous rendrai pas 100 €, mais 120. Dans 2 semaines, je vais devoir vous rendre 120, mais je ne les ai pas. Donc ce que je vais faire, je vais trouver 2 autres personnes qui me donnent 100 € et je vais dire mais je te les rends dans 3 semaines et je te donne 130, etc. Et l'idée c'est que pour pouvoir payer sa dette ou ses intérêts, je m'endette de nouveau. Et c'est ça le principe de la pyramide de Ponzi, parce qu'en haut j'ai une seule personne, puis après j'ai besoin de 2 pour financer, puis après pour payer les intérêts des 2 qui sont là, j'ai besoin d'en trouver 4, etc. Ce qui fait que ça fait une pyramide et c'est comme ça que Madoff a écumé de 250 ou 270 années, je ne sais plus, de prison, parce que c'est cumulable aux États-Unis, pour ce système de financement qui est mafieux. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec... Non, c'est pas Ponzi. Le Bitcoin n'est pas Ponzi du tout. Non. Une autre question? Alors, puisque vous venez de parler de Madoff, je me souviens à l'époque, il y avait une blague qui circulait sur Internet où on disait à Madoff, vous avez trouvé ce système comment? Et il répondait, mais j'ai regardé le système de retraite français. Juste pour le fun. Voilà. Alors, en ce qui concerne, je dirais, les intervenants, côté Banque de France et côté Société Nomix, qui, j'ai vérifié, est une société unipersonnelle de droit suisse, j'ai un petit détail. Donc, on nous dit que le Bitcoin n'a pas de réserve d'épargne. On s'aperçoit quand même que des pays, je dirais, veulent faire des réserves d'épargne avec du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. On s'aperçoit aussi que les banques qui vous disent le crypto, n'y touchez pas, c'est pas beau, c'est sale, etc., etc., ils ont trouvé des enveloppes financières qui s'appellent des ETF dans lesquelles vous mettez ce que vous voulez, du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, et que vous vendez en tant que produit financier, validé, certifié, tamponné, mais c'est une façon de dire que faut surtout pas que cet argent nous échappe, on va faire ça dans un enveloppe légale, mais dedans il y a du Bitcoin et autre chose. Voilà, et puis autre chose que je voulais dire aussi, c'est que alors on voit chacun comme on veut, je dirais, sa façon des crypto-monnaies. Je suis beaucoup l'actualité, et quand les critiques qu'on fait actuellement aux crypto-monnaies, quand sur un écran, vous mettez en parallèle les micro-trottoirs qui étaient faits il y a 30 ans pour l'Internet et pour la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est exactement les mêmes réponses. C'est la drogue, c'est sale, faut pas y toucher. Bon, c'est comme ça qu'on a raté aussi l'Internet chez nous. On avait parié sur le Minitel en 88. Bon, parce qu'à l'époque, c'était Matra qui fabriquait le Minitel, donc il avait...
Il avait un copain. Ouais, d'accord. Enfin, toujours est-il que je dirais aussi qu'il y a quand même maintenant 19% des Français qui détiennent de la crypto-monnaie, qui a un portefeuille moyen de 5 000 euros, beaucoup plus que des portefeuilles boursiers. Voilà. Et pour terminer, je dirais simplement que dans 2 ans, 3 ans, toutes les banques proposeront des SICAV de crypto-monnaie, avec certifiés, tamponnés, etc. Quant à la garantie bancaire, le FDGR, censé garantir les 6 000 milliards d'épargne des Français, n'est approvisionné qu'à hauteur de 7 milliards. Donc si vous pensez que votre banque est plus sûre que la crypto-monnaie, je laisse à chacun le choix. Mais votre réflexion incite quand même à une réponse ou à un propos, en tous les cas. Moi, en tout cas, factuel. Je ne rentrerai pas dans les... on peut discuter débat d'opinion après. Première des choses, les banques centrales ne vont pas vendre leur stock d'or, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse. La Banque de France ne le fera pas. La Fed, avec le futur président qu'elle peut avoir, donc la Fed, pardon, c'est la Banque centrale américaine, ça reste de la preuve. Vous doutez bien qu'une banque centrale ne va pas vendre ses stocks d'or pour aller acheter des crypto-actifs. Alors peut-être que ça fait partie du bug ou de la com, mais en tout cas, c'est plutôt des fake news là-dessus. Deuxièmement, vous avez parlé effectivement des ETF. Alors, les ETF, en gros, c'est un produit financier qui existe traditionnellement, qui est validé par l'AMF. Et donc, simplement, alors, je vous corrigerai, on n'achète pas n'importe quoi avec des ETF. On peut acheter que 2 types de cryptoactifs, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, il y a eu ces 2. Et simplement, ces 2, juste pour aussi mettre un propos, ce sont les États-Unis et la SEC, qui est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui donne sa validation chaque fois qu'on veut émettre des nouveaux types de produits financiers. Et les États-Unis ont dit, OK, vous pouvez effectivement proposer ce produit financier qui, grosso modo, vous permet d'accéder à la rentabilité de ce cryptoactif, le Bitcoin, sans pour autant le posséder. Parce que moi, j'ai peut-être pas envie de le posséder, c'est trop compliqué. On a déjà essayé de simplifier cela, mais c'est complexe. Donc les ETF sont évidemment autorisés aux États-Unis. En France, nous, on n'a pas cette réglementation et il y a toute une série de choses qui font qu'effectivement, pour l'instant, la réglementation ne l'autorise pas. Je ne peux pas vous dire ce que dira l'AMF dans 10 ans, dans 20 ans, mais en tout cas, en Europe, on a des lois assez restrictives sur ce type de financement. D'autres. Est-ce qu'il y a une dernière... Les échanges, je rappelle que les échanges sont possibles ensuite. Voilà. Une dernière question. D'autres questions devant là, Philippe. Et ce sera la dernière peut-être. Et après, on fait. T'en as une aussi. Bon, parce que sinon vous me mettez la pression là. Vous avez évoqué le fait que les créateurs du Bitcoin, enfin, plus particulièrement de la blockchain, étaient d'inspiration libertarienne. Je pense que c'est quelque chose à éclaircir parce que la question que je me pose, c'est les libertariens, ce sont des gens qui sont pour la liberté totale indépendamment du contrôle des États. Ça veut dire que c'est chacun contre chacun. Ça veut dire que c'est la force contre la faiblesse. Ça veut dire que c'est la maîtrise de l'information contre ceux qui ne l'ont pas. Ça veut dire la prise de risque contre ceux qui sont plus en recherche d'une tranquillité. Ça veut dire que c'est les loups de Wall Street... non, pardon, j'exagère. C'est les loups contre les moutons. Est-ce que, véritablement, ma question c'est, est-ce que le développement des actifs monétaires, enfin des actifs financiers spéculatifs, est enviable pour le monde qu'on doit construire demain avec les contraintes environnementales, climatiques et énergétiques que nous avons actuellement? Il y a un peu la réponse dans la question, non? Mais c'est bien de formuler aussi des questions comme ça, ou des avis comme ça. Enfin, pour ma part, je suis un peu dans le milieu depuis pas si longtemps que ça. Ce que je vois, c'est... on insiste beaucoup sur l'aspect crypto-libertarien, mais il y a toute une branche crypto-anarchiste, crypto-marxiste. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un qui n'est pas... il n'y a pas blanc et noir, hein, ou noir, pardon, c'est très mélangé parce que vous avez des gens qui s'investissent vraiment au niveau, par exemple, des DAO, hein, parce qu'il faut de la gouvernance sur tous ces projets crypto, qui s'investissent vraiment, qui ont un idéal communautaire, hein, pour créer de la valeur et partager la valeur ensemble. Vous avez tout ça, hein, vous avez une partie gauche et vous avez une partie droite dans la crypto. Dire qu'elle est uniquement libertarienne, alors...
de fait, elle est bien conformée libertarien parce qu'il y a le poids des États-Unis et tout ça. Mais moi, je sens qu'il y a aussi il y a un autre courant qui la traverse. Et des fois, c'est indécidable de savoir dans un projet crypto qu'est-ce qui est de ce côté-là et qu'est-ce qui est de l'autre côté. Et c'est ça qui rend la crypto intéressante pour moi. C'est comme voilà, c'est indécidable. C'est des frontières. Mais je ne dirais pas que c'est 100% libertarien. Philippe, dans la dernière toute petite question, vous avez utilisé les uns et les autres un mot que je voudrais que vous précisiez. Vous avez parlé plusieurs fois d'attaquer la blockchain, et c'est le mot attaquer que je ne comprenais pas trop. Voilà. Alors on parle de l'attaque des généraux byzantins en général, c'est-à-dire que quand on a tout un réseau qui est capable de prendre une décision, dedans, si on détient plus de 51% de cette capacité de décision, on est capable de faire valoir une vérité qui ne sera pas la vérité honnête du réseau. Parce que le réseau, bêtement, ne fera pas la différence entre une vérité malhonnête et une vérité honnête si l'ensemble du réseau la valide, enfin pardon, si la majorité la valide. Donc c'est généralement ça les attaques de la blockchain, et ça se matérialise par, sur le cas de Bitcoin, par une attaque informatique en quelque sorte, parce que on n'est que sur de l'informatique, on n'est que sur des problèmes à résoudre, donc il faut bien apporter du matériel, et en l'occurrence, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des matériaux informatiques qui coûtent cher aujourd'hui, qui sont durs à produire, et il faut les mettre dans des endroits où ils ne vont pas trop chauffer, etc. Et c'est toute cette logistique qui fait que la blockchain est inattaquable, en quelque sorte. Et à côté de ça, on a donc les autres modes de validation de blockchain, donc on a parlé du proof of stake, qui est donc l'apport en numéraire pour pouvoir participer au réseau. Eh bien, si on veut attaquer le réseau, il faut apporter une sacrée somme d'argent pour posséder 51% de l'apport total. Et en fait, en créant c'est ce qu'on appelle des consensus. C'est-à-dire que c'est un art de mettre des gens qui ne se connaissent pas, qui ont des intérêts divergents, d'accord. Et les méthodes de consensus sur blockchain, donc il y a Proof of Stake, le Proof of Work qui sont le plus célèbres, ben, c'est pas possible à attaquer dès lors que le réseau a pris un certain niveau d'importance, où les moyens à déployer sont énormes et le résultat sera détruit par le réseau, détruit en lui-même, parce qu'on va acquérir quelque chose qui ne vaut plus rien. Ok, voilà, je te laisse la conclusion. Merci. Je pense qu'on peut remercier nos 4 intervenants, Bérangère, Nicolas, Léo et Pascal. La tâche n'était pas facile. Elle n'est sans doute pas allée jusqu'au bout du bout, et il y a encore des questions qui subsistent dans nos têtes. Mais à l'Université populaire de Lyon, on n'a pas l'intention de répondre à globalement toute la question. Et si demain il faut récidiver, ben on fera des piqûres de rappel ou des choses comme ça. Merci à tous d'avoir été participants. Encore une fois, une invitation à venir échanger avec les intervenants, avec les membres de l'université ou entre vous pour partager des informations. C'est aussi ça nos conférences ou nos tables rondes. Voilà, ceux qui veulent rentrer à toute vitesse, pas de problème, c'est maintenant. Et ceux qui veulent causer un peu, bienvenue. Et la chaussette ou la boîte dans laquelle on peut mettre quelques pièces oubliées est toujours là.